propose un autre regard sur notre île dans On refait la Réunion. On refait la Réunion midi. Bonjour à vous qui venez de nous rejoindre. Merci d'être avec nous. Jusqu'à 13h, on refait la Réunion midi. Vos appels sont les bienvenus au standard au 02 62 234 567. Cette émission vous est présentée par Antoine Gélin. Bonjour Antoine. Bonjour Mandy, bonjour à tous. Savez-vous Mandy que le monde se divise en deux catégories ? Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Clint Eastwood. Le monde donc se diviserait en deux catégories, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Le monde profane face au monde scientifique. Ce dernier se divise lui-même en deux sous-catégories. La parole dite officielle, parce que en accord avec la gestion de la crise, et la parole dite alternative, qui serait forcément marquée par le doute à tendance complotiste. Vu comme ça, Clint Eastwood avait raison. Sauf que nous sommes un peu plus complexes. Alors, quand je dis nous, je parle de nous, des êtres humains en général, des êtres doués, normalement, d'intelligence et de sensibilité. Alors, Mandy, non, le monde ne se divise pas en deux catégories, les dominants et les dominés, les puissants et les faibles, les bons face aux brutes et aux truands. À partir de là, comprendre le monde, et notamment celui qui vit sous le signe de la Covid, comprendre le monde, donc, demande du boulot. Et là, on ne peut que se féliciter qu'une grande partie de la population s'est emparée du sujet, en surfant sur le net, mais en ouvrant des bouquins aussi. Alors vous me direz, si c'est pour lire et partager des fake news, on voit pas l'intérêt. Eh bien, je répondrai, mieux vaut s'intéresser, essayer de comprendre, quitte à se tromper, garder l'esprit ouvert, plutôt que rester inerte face au monde qui bouge. On a fait des efforts, nous, pour la comprendre, cette crise Covid. On est comme tout le monde, finalement. On a envie de faire confiance, notamment à la communauté scientifique, mais on tient également à notre scepticisme salvateur. On a le droit de croire et de pas croire, tout ça en même temps. On s'interroge légitimement et souvenez-vous, il y a un an, on attendait des réponses claires en plein flou. On s'est aperçu que celles et ceux en charge de nous donner ces réponses étaient comme nous, en plein flou. Selon une estimation, environ 200 000 articles scientifiques et pré-publications auraient été publiés dans le monde entre le début de la pandémie et décembre dernier. Avec cette avalanche de publications souvent contradictoires, la confiance s'est délitée. On en est même à parler de défiance face au monde scientifique. Alors, c'est pas nouveau, mais indéniablement, cette défiance est accentuée avec la crise Covid. Or, on en est à un point où la stratégie de sortie de crise mise en œuvre par le gouvernement repose justement sur la confiance, en l'occurrence celle par rapport au vaccin, au pluriel. Et là encore, le monde ne se divise pas en deux, les anti-vax et les autres. Décidément, Clint Eastwood avait définitivement tort. On va pas la faire tourner trop longtemps celle-là parce qu'il y a Facebook qui va encore nous censurer. Ah oui. Et oui. Donc vous étonnez pas, quand vous avez un blanc comme ça au milieu de l'émission, c'est Facebook qui nous censure parce qu'on n'a pas payé les droits d'auteur d'une chanson ou des choses comme ça. Bon, c'est comme ça. Bonjour Xavier de Paris. Bonjour à tous. Directeur de la veille et de la sécurité sanitaire à l'Agence régionale de santé. Bonjour Bruno Bourgeon. Bonjour Antoine Gesselin. Néphrologue, médecin, membre du collectif Covid médecin 974. Covid médecin 974. Merci d'être présent parmi nous. Alors Bruno Bourgeon les a peut-être suivis. Xavier de Paris, c'était pas encore à la Réunion à cette époque-là, mais c'est RTL Réunion qui a décidé au mois d'avril dernier, me semble-t-il, d'organiser des rencontres et des débats entre d'un côté, comme je disais, la parole officielle et la parole alternative. C'est pas aussi clair que ça, quand même. D'un côté l'ARS et de l'autre ce collectif de médecins qui s'est fait beaucoup entendre ces derniers mois. En l'occurrence, on avait à votre place Xavier de Paris, on avait le docteur Chiez, et à votre place Bruno Bourgeon, on avait le docteur de Chazourne, et on reprend donc ces débats avec l'accord de l'ARS, avec l'accord du collectif Covid, et on s'en félicite de pouvoir aborder ce débat de la façon la plus sereine avec nos auditeurs au 02 62 234 567. On va parler beaucoup des vaccins aujourd'hui.
pour tout vous dire, comment on a organisé cette émission, il faut le dire aussi aux auditeurs. Bruno Bourgeon, vous m'avez envoyé un document en disant voilà, j'aimerais bien parler de ça, un document assez, comme d'habitude quand vous envoyez des documents assez fournis, que j'ai transmis à Xavier de Paris, qui a donné son accord pour parler des thèmes que vous souhaitiez développer. En l'occurrence, ces thèmes, ce sont les vaccins. Et je rappelle, 02 102 234 567, les auditrices et les auditeurs d'RTL Réunion sont invités à participer à cette émission jusqu'à 13h. On commence. Alors sur votre document, Bruno Bourgeon, il y a 2-3 choses, même peut-être plus un peu, qui m'ont interpellé. D'abord, vous dites la situation de l'Afrique non ou peu vaccinée s'améliore. Vous dites aussi les situations de l'Amérique septentrionale et de l'Europe, qui ont déjà payé le plus lourd tribut à l'épidémie, se détériorent à nouveau légèrement. Celle de l'Asie se détériore plus nettement. Celle de l'Amérique latine, nouvelle épicentre de l'épidémie, qui marche vers l'hiver, devient préoccupante. Et là, je me suis dit, mais alors, pour tout vous dire, au début, je me suis dit, mais c'est des affirmations péremptoires. Où est-ce qu'il va chercher toutes ces informations? Est-ce que ce constat, vous pouvez le valider avec des chiffres officiels, si on veut, ou des références qu'on peut admettre, et on fera agir Xavier de Paris là-dessus? J'ai pas les références en tête, mais il est clair que lorsqu'on cherche des références d'épidémiologie sur la Covid, on va sur l'université Johns Hopkins, on va sur World in Data, on va sur ces sites internationaux qui donnent des chiffres à peu près concordants d'ailleurs. Et on s'aperçoit de l'évolution des choses d'un continent à l'autre. Donc alors, ça veut dire déjà que on peut avoir accès au grand public entendu, et tout le monde à des chiffres qui sont pas contestables aujourd'hui. Oui. Alors pour dire, donc le Sud-Est asiatique, c'est essentiellement l'Inde. On sait ce qui se passe en Inde actuellement. L'Amérique du Sud, on a très bien vu la catastrophe qui se passe au Brésil. L'Argentine est en train de prendre le même pli. Le Chili qui vaccine à tout va, on va en parler peut-être un petit peu tout à l'heure. Donc vous verrez que c'est pas reluisant non plus en Amérique du Sud. Comment dire la situation en Afrique, je vais finir pour comparer Afrique et Europe. La différence essentielle entre l'Afrique et l'Europe, pourquoi l'Afrique a des bons chiffres, entre guillemets, sous réserve évidemment de la manière dont on collecte les données, et l'Europe qui a des chiffres qui sont pas bons, il faut le dire. Les pays occidentaux se débrouillent très très mal vis-à-vis de la pandémie. Mais je crois qu'il y a un facteur essentiel qu'on évoque assez peu, en fait, c'est la démographie. C'est que les pays occidentaux sont dans un hiver démographique, c'est-à-dire que la population vieillit, et cette population vieille, plus âgée, est beaucoup plus fragile vis-à-vis de ce virus. On l'a suffisamment investigué, exploité et relaté. Alors que la population est plus jeune. Les traitements en Afrique, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Est-ce que, par exemple, des pays africains... Au Nigeria, qui est le pays le plus peuplé d'Afrique, il faut bien le dire, au Nigeria, ils utilisent ivermectine. D'accord. Voilà. Xavier de Paris, là-dessus, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Bruno Bourgeon? Là où je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il faut tenir compte de la démographie et de la pyramide des âges dans ces différents pays. Effectivement, une Europe qui a vieilli, qui a une population vieillissante, alors que on a des continents comme l'Afrique qui sont beaucoup plus jeunes en âge. C'est aussi le cas de la Réunion, d'ailleurs, par rapport à la métropole. Et on sait que les cas sévères de Covid surviennent essentiellement chez les personnes âgées. Oui. Donc ces pays, ces continents qui sont relativement jeunes peuvent rester épargnés pendant un temps indéterminé. Mais quand je cite le cas du Brésil, par exemple, quand vous regardez la pyramide des âges du Brésil, c'est un pays qui est extrêmement jeune, qui a une pyramide des âges qui avec des tranches d'âge entre 30 et 50 ans qui sont très importantes. Ouais. Et ça n'a pas empêché le Brésil de subir l'épidémie de Covid de plein fouet, malheureusement. À cause du variant brésilien en particulier, ou je veux dire, c'est pas forcément, à mon avis, à cause du variant brésilien. C'est plus parce qu'on est dans des pays où là, sur le plan économique, on a des populations et des quartiers qui sont extrêmement défavorisés avec une très grande promiscuité, ce qui favorise énormément la circulation du virus
C'est ce qui se passe en Inde également. Ça fait penser à Mayotte, aux premières heures de l'épidémie, quand il y a l'explosion à Mayotte. Vous confirmez, Bruno Bourgeon, cette... Je suis absolument d'accord, la promiscuité est un facteur essentiel d'expansion de l'épidémie, c'est évident. Alors, la question des traitements, et d'ailleurs notamment la question des traitements en Afrique. Est-ce qu'on a accès, par rapport aux pays d'Afrique, à des statistiques qui sont fiables? Et deuxième question, est-ce que ces pays d'Afrique, aujourd'hui, au contraire de le reste de la communauté internationale, mise tout sur le traitement plutôt que le vaccin? Il faut rester extrêmement prudent avec les données qui viennent d'Afrique en particulier, parce que on a souvent une sous-déclaration, voire des déclarations qui sont biaisées. On voit des pays comme la Tanzanie, par exemple. Quand un pays africain annonce une politique de santé, qui a vraiment accès aux médicaments, même si un pays annonce qu'il veut traiter sa population par ivermectine, est-ce que toute la population aura accès à l'ivermectine pour se traiter quand elle sera malade? Ça, c'est la vraie question. Donc, c'est extrêmement difficile d'analyser en fait ce qui se passe réellement sur le terrain en l'absence de données réellement fiables. Des données peu fiables parce que aussi parfois une instabilité politique, parce que ils veulent contrôler aussi leur communication dans certains pays d'Afrique. On a vu l'évolution de la Tanzanie d'ailleurs par rapport à cette épidémie et au vaccin. Tout ça pour introduire la première question que posait Bruno Bourgeon sur ce fameux document qu'il nous a transmis. Faut-il privilégier une solution vaccinale expérimentale aux traitements connus, éprouvés et efficaces qui existent et qui sont appliqués avec succès dans de nombreux pays? La parole est à vous, Bruno Bourgeon, et après la réponse de Xavier de Paris pour l'ARS. Alors, les vaccins que l'on utilise actuellement à La Réunion et même un peu partout dans le monde, ils n'ont même pas un an d'âge. Pfizer et Janssen pour nous. Le début de la phase 3 pour le Pfizer, qui était le premier à disposition dans le monde, c'est le 16 juillet 2020. Donc, évidemment, il y a eu des études antérieures et ils ont commencé à séquencer le génome et la séquençage du génome du virus a été donné au monde entier par la Chine fin janvier 2020. C'est-à-dire que Pfizer a fait la prouesse en 5 mois de fabriquer un ARN messager à partir du séquençage du génome viral et 3 mois d'études de phase 3. Il y a eu la phase 1 et la phase 2 préalablement. Et 3 mois d'études de phase 3 pour pouvoir enfin dire en octobre, ça y est, nous avons un vaccin qui est efficace à 90-93%. Publication parue dans le New England Journal of Medicine, grande référence médicale internationale, autour du 10 décembre, si mes souvenirs sont bons. Et premiers essais à grande échelle, j'ose dire essais parce que nous sommes encore en phase 3, à grande échelle dans le monde entier, avec un pays phare qui est l'Israël, qui a commencé très très fort. Donc pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous redonne la parole dans un instant, Bruno Bourgeon, pour bien que nos auditeurs comprennent. D'ailleurs, sur votre document, vous le dites. Vous dites en général, en moyenne, le développement d'un vaccin prend en moyenne 10 à 20 ans de travail. Absolument. Et vous le dites, et c'est très intéressant ce que vous mettez, le créneau de 10 à 20 ans est défini avec ce découpage dans le temps. Recherche en laboratoire, 4 à 10 ans. Développement clinique et études chez l'homme, 5 à 7 ans. Autorisation, production, commercialisation, 1 à 3 ans. Voilà, je ne peux pas dire plus. Donc effectivement, ce vaccin est précipité. Il n'a pas le recul nécessaire et il a une autorisation de mise sur le marché européenne, en tout cas, qui s'appelle une autorisation, une AMM conditionnelle. Alors ça veut dire quoi, conditionnelle? Donc je me suis permis de reprendre les textes européens. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vais vous décrire exactement la phrase. L'autorisation de mise sur le marché conditionnelle est l'un des mécanismes réglementaires de l'Union européenne pour faciliter l'accès précoce aux médicaments qui répondent à un besoin médical non satisfait. Donc je pose la question, est-ce le cas? N'existe-t-il pas des traitements ambulatoires précoces qui feraient concurrence au vaccin et que l'on cherche définitivement à oclure pour pouvoir effectivement laisser toute la place à la vaccination. Et on va y revenir sur les traitements. Alors, première réaction sur Xavier de Paris sur la vaccination et le développement du vaccin en 6 mois. Écoutez, l'ARN messager, c'est une révolution technologique au niveau de la vaccinologie. Donc c'est un petit peu comme si avant on roulait en vélo et là maintenant on roulait en Ferrari. On a une technologie qui nous permet effectivement de fabriquer des vaccins très très rapidement. Alors pourquoi le vaccin a été aussi rapidement fabriqué, validé? Pour faire un vaccin, il vous faut d'abord une technologie. Cette technologie, c'est celle de l'ARN messager. Elle est extrêmement rapide à mettre en œuvre. À partir du moment où on connaît le matériel génétique du virus,
on le reconstitue et à partir de là, on construit l'ARN messager. C'est extrêmement rapide. Ça prend 2 mois pour avoir une fabrication industrielle. Cette Donc technique ça, de l'ARN vraiment... messager, on l'a maîtrisée avant. Je veux dire, ça, c'est pas une nouveauté Covid. C'est une technologie qui était tout à fait maîtrisée depuis plus de 10 ans et qui était utilisée en cancérologie. Et c'est effectivement la première fois qu'elle a été utilisée en infectiologie pour le Covid. Le temps gagné était d'autant plus rapide que il faut savoir que les industriels avaient déjà travaillé sur le coronavirus, le SARS-CoV-2, qui lui avait été à l'origine du SRAS et qui, quelques années auparavant, et donc ils connaissaient déjà le virus, si vous voulez, cette famille de virus. Donc, d'où l'explication, en 2 mois, on peut avoir un candidat vaccin à fabriquer. Ensuite, il faut de l'argent. Et là, les États-Unis ont mis beaucoup d'argent. Et le président Trump, à l'époque, a mis énormément d'argent sur la table. Et il a permis donc le développement de ces vaccins au niveau industriel. Troisièmement, il faut, pour monter les essais cliniques en phase 3, une grande population. Et donc, il faut beaucoup de volontaires. Et en période d'épidémie, il y a eu énormément de volontaires qui se sont proposés pour participer à ces essais cliniques, qui ont été validés sur une grande échelle, sur des grandes échelles de population, qui sont tout à fait comparables à ce qui se passe pour d'autres vaccins en général. Et donc, les essais de phase 3 ont montré une grande efficacité vaccinale et une bonne tolérance. Et donc, c'est pour ça qu'en moins de 6 mois, et c'est vraiment une prouesse technologique, à l'échelle de la médecine en vaccinologie, c'est un petit peu comme si on était allé sur Mars. Et en 6 mois, on a réussi cet exploit d'avoir un vaccin efficace à disposition. Donc de ce côté-là, je voudrais rassurer tous les auditeurs, c'est tout à fait... on dispose de cette technologie et on ne va surtout pas s'en priver pour l'utiliser contre d'autres maladies infectieuses. Est-ce qu'il y a une incertitude sur les 10 années à venir, par exemple? Est-ce que il y a pas mal de fake news, ou d'infox qui court en ce moment, notamment sur le fait que on traitait de ça ce matin à 7h15 dans Fake ou pas Fake, le fait que le vaccin rende infertile à terme les femmes et carrément toute une génération, le fait qu'on développe aussi des trucs neurologiques dans 10 ans. On peut dire tout et n'importe quoi actuellement. Après, comme tout médicament, on peut observer à long terme des effets. Mais là, je suis pas dans ma boule de cristal. Mais les vaccins ont souvent été accusés par une partie de la population qui est anti-vaccin. D'ailleurs, dans l'histoire des vaccins, est-ce qu'on a déjà eu des cas pareils où des vaccins ont prouvé leur efficacité au début et puis se sont avérés dangereux après? La rougeole a été accusé de donner l'autisme, ce qui était complètement faux. C'est faux. Le vaccin contre l'hépatite B a été accusé de donner la sclérose en plaques, ce qui est complètement faux aussi. Donc il y a toute l'histoire de la vaccinologie depuis que les anti-vaccins se sont montés en association et puis ont pris leur part sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent et qui sont infondées. J'aimerais bien revenir vers vous, Bruno Bourgeon, juste avant de prendre un auditeur à l'antenne qui a des questions à vous poser à la fois à vous, Xavier de Paris, et à Bruno Bourgeon. Mais juste pour revenir sur le collectif Covid Médecins 974, vous n'êtes pas des antivax Nous sommes des vaccinaux prudents. Nous ne sommes pas des vaccinosceptiques, nous ne sommes pas des vaccinos des vaccinolâtres, nous sommes des vaccinaux prudents. Donc pour la raison essentielle que j'ai dit tout à l'heure, c'est la brièveté de mise sur le marché qui reste encore une fois conditionnelle. Et ce que Xavier de Paris ne vous a pas dit, c'est que les effets secondaires apparus dans les essais de phase 3 avec les 43 000 essais n'ont pas été relatés justement dans les 43 000 dans les 7 phase 3. Et ils sont apparus après. Et c'est dramatique ça, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le voudrait. Alors il n'y en a pas avec Pfizer, c'est vrai, il y en a avec AstraZeneca. Oui. Le Vaxzevria, un truc absolument imprononçable. Et donc quand on fait un médicament, quand on autorise une mise sur le marché d'un médicament en phase 4, on s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'il y a des effets secondaires qui n'apparaissaient pas dans les essais de phase 3. Or, il se trouve qu'ici, on est dans la précipitation pour cause de pandémie et on met sur le marché un produit dont on n'a pas effectivement le recul, en particulier sur les effets secondaires. Et là apparaissent maintenant des effets secondaires. Après, moi, j'ai des chiffres. Je vais vous donner quelques chiffres pour pas vous bousculer. On va prendre Vincent après. Au 9 avril 2021, en France, il y avait 11 800 000 primo-vaccinés, 5 500 effets indésirables, 438 décès. Alors, 5 500 effets indésirables, ça fait 0,5% des vaccinés.
Et 438 décès, ça fait 0,003%. Est-ce que Xavier de Paris. Est-ce que vous imaginez un instant Ces chiffres-là, Est-ce que vous Attendez, solidarité, santé, gouvernementale. Bruno Bourgeon, imaginez Xavier de un Paris. instant Après, on que- prend Vincent. Hein. Est-ce que vous imaginez un instant qu'on ait pu laisser la population continuer à se vacciner si on savait qu'il y avait 500 décès qui étaient directement dus au vaccin? Il ne faut pas confondre la pharmacovigilance avec la causalité. La pharmacovigilance, c'est la surveillance de tous les effets secondaires d'un médicament. Dans les effets secondaires, il y a les effets indésirables bénins et les effets indésirables graves. Un effet indésirable grave, est-ce que vous en connaissez la définition? Si vous êtes vacciné et que vous allez consulter à l'hôpital parce que vous avez de la fièvre, ça va être considéré comme un effet indésirable Bénin. grave. Ah bon? Grave, Pardon, ouais. parce pardon. que vous allez consulter à l'hôpital. Arrêt de travail, Donc, vous voyez, hospitalisation. quand on vous dit qu'il y a 5500 effets indésirables graves, il faut faire un tri ensuite pour chacun de ces effets indésirables graves. Alors, parlons des hospitalisations Oui. suite à la vaccination. Alors, moi, je pour voulais parler des effets hospitalisations, indésirables Parler des graves, décès, il y a on va- 438 décès. il faut pas mélanger ensuite les différents vaccins, les vaccins Je vous ARN parle du messager Pfizer. et l'AstraZeneca. Ça, c'est le cas de Pfizer. Pour l'AstraZeneca, on va parler de ces thromboses qui surviennent après vaccination et qui sont reliées au vaccin, donc qui ont un lien de causalité avec le vaccin. Quelle est la fréquence de ces thromboses? Elle est de 1 pour 1 million. 1 pour 1 million. Sachant qu'elles surviennent majoritairement chez des gens qui sont d'âge jeune, moins de 45 ans, en général des femmes. Et il faut savoir que le risque de thrombose chez une femme qui prend la pilule, par exemple, un contraceptif, est 100 fois, 1000 fois supérieur. Donc, il est une chance sur 1 million. C'est vraiment, c'est en termes de bénéfice-risque, et ça a été, les États-Unis comme l'Europe se sont prononcés, ont vraiment étudié ces effets indésirables. En termes de bénéfice-risque, il a toujours été jugé que le vaccin était profitable plutôt que nocif. Et on a reculé l'âge d'injection de l'AstraZeneca à 55 ans parce que à partir de 55 ans, ces effets indésirables et ces thromboses disparaissent. AstraZeneca qui n'est pas utilisé ici à La Réunion parce que on a prouvé son inefficacité contre le virus. On n'a pas la preuve variant. de son efficacité. Son variant Alors, sud-africain. j'ai répondu juste, Alors très vite, sur les décès. Plus on est proche de la vaccination, plus le critère d'imputabilité est évidemment puissant. Qu'est-ce que c'est le critère d'imputabilité? L'imputabilité, c'est Qu'est-ce que dire c'est proche c'est de la lié vaccination? au vaccin. Plus on est proche de la vaccination. Or, 84% des décès, des 438 décès, ont eu lieu dans les 4 jours et 66% de ceux-ci ont eu lieu le lendemain de la vaccination. Alors, si c'est pas une imputabilité forte, moi, je ne sais plus, je vais faire autre chose que de la médecine. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est Parce sûr. que ça ne veut rien dire. Il n'aurait pas été causalité- Excusez-nous Vincent. La causalité, c'est pas la coïncidence temporelle. Là, vous faites une erreur je vous parle d'imputabilité, je vous parle pas de causalité. N'est pas la causalité. Je ne vous parle pas de causalité, je vous parle d'imputabilité. Excusez-moi, je commence à rien comprendre. Hein. Non, on peut pas. Imputabilité, causalité. L'imputabilité, la causalité, c'est la même chose. Hein. Quand on dit qu'un effet est imputable au vaccin, c'est qu'on a démontré une relation causale entre le vaccin et la survenue d'une maladie. Justement pas. Donc, dire qu'un effet est imputable au vaccin, il faut démontrer une relation causale. Dans une relation causale, vous avez une des erreurs souvent fréquentes dans l'analyse de la causalité, c'est la coïncidence temporelle. C'est un petit peu comme si je vous disais, le coq chante, le soleil se lève. Et donc, mon analyse, c'est que le soleil se lève parce que le coq chante. Ça, c'est une coïncidence temporelle, mais c'est pas un lien de causalité. C'est pas parce que le coq chante que le soleil va se lever. C'est pareil pour le confinement et le couvre-feu. Il y a toute une analyse scientifique qu'il faut mener sur des bases solides pour qu'un effet soit déclaré imputable. Et si ces commissions étaient vraiment de mauvaise foi, est-ce qu'elles auraient reconnu que ces thromboses dues à l'AstraZeneca sont effectivement dues à l'AstraZeneca? C'est pas le cas. Donc, vous voyez bien que ça fonctionne. Encore une fois, je ne vous parle pas de l'AstraZeneca, je vous parle du Pfizer. Vous permettez, on va au standard. Ça fait au moins 10 minutes que Vincent il attend. Il a 2 questions à vous poser, vous, à vous, 12. Xavier de Paris, directeur de la veille et de la sécurité sanitaire à l'ARS, Bruno Bourgeon, néphrologue et médecin, membre du collectif Covid Médecins 974. Bonjour Vincent. Oui, bonjour RTL. Désolé bonjour, pour l'attente. Hein. Mais bon, pas grave. le débat est passionnant et en plus entre Très passionnés. intéressant. Ouais. Très intéressant. Alors, j'ai déjà eu une partie de ma réponse, donc je me permettrai de poser une deuxième question. Bien sûr. La première question, ça serait pour Monsieur de Paris. Qu'est-ce qui explique le plan de désescalade entamé actuellement à La Réunion, alors qu'en même temps, on a des cas qui restent très élevés? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'était sur la rapidité de
de la création du vaccin, mais c'était expliqué par l'apport de capitaux. Et la question que je voudrais poser à Monsieur Bourgeon, c'est est-ce qu'il ne craint pas qu'en alimentant ce discours-là, ça donne des arguments aux complotistes et qui, par définition, vont refuser les vaccins et faire perdurer l'épidémie? Alors, juste pour la réponse, attendre quelques secondes le temps que je remette ma radio et je raccroche. Merci à vous. Ok, merci Vincent. Bonne journée. On attend juste 2 secondes que Vincent retourne sur la radio et on écoute la réponse de Xavier de Paris. Donc sur cette désescalade, c'est vrai qu'il y a cette question revient assez souvent par rapport aux chiffres. On a eu un début de réponse avec la directrice de cabinet du préfet d'ailleurs la semaine dernière, Camille Goyer. Complément avec Xavier de Paris, directeur de la veille de la sécurité sanitaire à l'ARS. Je commenterai pas la décision des escalades puisqu'elle appartient au préfet. Alors non, évidemment, le préfet s'appuie évidemment sur l'analyse de la situation sanitaire et de toutes les données dont il peut disposer. Et puis il y a également dans la prise en compte de sa décision, bien évidemment, les facteurs socio-économiques qui rentrent en compte, mais d'abord la situation sanitaire. Sur le plan de la situation sanitaire que je peux me permettre de commenter, actuellement on est dans une situation sanitaire qui, par rapport à la métropole, est quand même nettement meilleure. Donc c'est un fait. On est sur effectivement un plateau de risque d'infection qui perdure depuis maintenant plusieurs semaines, mais on a un nombre d'admissions en réanimation qui est stabilisé pour l'instant. Et puis donc des signaux épidémiologiques qui sont plutôt satisfaisants avec une campagne vaccinale et là j'encourage tout le monde à aller se faire vacciner. Vous avez plus de 18 ans, allez-y. Il faut vous faire vacciner. Ce sera pour nous le seul moyen de sortir de cette crise et de reprendre une vie normale. Et donc on a cette vaccination qui accompagne cette situation épidémiologique qui est d'un niveau, je dirais, beaucoup moins inquiétant que celui de la métropole. Donc le préfet a pris sa décision en analysant tous ces indicateurs. Ouais. Bruno Bourgeon, vous voulez vous exprimer là-dessus ou on passe directement à la question sur le complotisme? Je vais dire 2 choses. Nous ne sommes pas en créolie, nous sommes en absurdie. On est en couvre-feu depuis 3 mois. Il y a 3 mois, les chiffres n'étaient pas ceux qui sont maintenant. L'épidémie n'a pas arrêté de monter à l'île de la Réunion pendant le couvre-feu. Et maintenant qu'on est à une situation en plateau. Qu'est-ce qui nous dit, pardon de vous couper Bruno Bourgeon, qu'est-ce qui nous dit que s'il n'y avait pas eu le couvre-feu, il n'y aurait pas eu une explosion pour le coup? Argument fallacieux, personne ne peut répondre à ça. Avec des chiffres à la mahoraise, 800, argument fallacieux, personne ne peut répondre à ça. Mais qu'est-ce qui dit que le couvre-feu aurait fait quelque chose? Dans le doute, principe de précaution. Eh bien, à Londres, il y a eu une expérience de couvre-feu pendant 1 mois au mois de novembre et il ne s'est strictement rien passé de protection vis-à-vis de l'épidémie. C'est effectivement le début de la vaccination qui a permis l'amortissement. Or, alors attendez. Bruno Bourgeon, la vaccination. Oui. Quand on me dit vaccinez-vous, vous allez retrouver la vie d'avant. C'est complètement. Je suis désolé, Xavier de Paris, de vous dire ça comme ça, mais ce que vous dites est faux. C'est inexact. Moi, j'ai le rapport, par exemple, la planification jusqu'à l'automne de ce qui va se passer en France. J'ai un rapport de 30 pages, relativement secret, qui vient de Solidarité Santé gouvernementale. Donc, c'est extrêmement officiel, mais il faut aller chercher dans les recoins des sites internet pour le trouver. Ouais. Et vous verrez qu'il y a là-dedans, mais alors, une usine à gaz vis-à-vis de la vaccination, avec des vaccinations de deuxième phase, avec des variants qui risquent d'arriver, on ne sait pas. Donc, tout ça est entremêlé d'hypothèses. Mais moi, je peux vous dire qu'on ne reviendra jamais à la normale, vaccination ou pas. Et le deuxième fait qui me permet de dire ça, c'est que en Israël, où ils ont énormément vacciné, 90% de la population âgée et vacciné 60% de la population non âgée, eh bien, ils ne vivent pas une vie normale. Ils sont obligés de montrer patte blanche dans leurs déplacements de tous les jours. Ils ne vivent pas comme ils vivaient avant. Donc, dire que vous retrouvez votre vie avant, c'est inexact. Ah. Et dernier point, par rapport au couvre-feu et à l'argument fallacieux que vous me ressortiez, ça, par exemple, quand la pluie commence à tomber, on va ouvrir les parapluies. Pour autant, est-ce que l'ouverture des parapluies va faire disparaître la pluie? La pluie va disparaître. Et ce que je veux dire, c'est que vaccin, pas vaccin, confinement, pas confinement,
couvre-feu par couvre-feu. Xavier de Paris, qui a fait de l'épidémiologie, le sait très bien. Mais dans l'autre sens, l'argument est aussi fallacieux, parce qu'on ne peut rien prouver. Alors, c'est difficile de dire que le dans couvre-feu n'a servi à rien, c'est fallacieux aussi. Il y a des populations dans lesquelles il n'y a pas eu de couvre-feu, il n'y a pas eu de confinement, et il ne s'est rien passé. J'ai pas fini. Tiens, on va parler du traitement dans un instant. Vous avez parlé pendant longtemps. Bruno Bourgeon. J'essaie d'expliquer les choses. Je vous redonne la parole juste après, parce que Xavier de Paris... Je voudrais quand même dire que il faut, quand on est aux responsabilités, qu'on travaille à l'ARS ou qu'on se mette un instant à la place du préfet, on a une mission, c'est préserver la santé de la population et c'est préserver la vie de la population. Donc, ces mesures de confinement qu'on a tous subies, elles ont été légitimées par le fait qu'à un moment donné, on a analysé la situation sanitaire à La Réunion, on a analysé notre capacité d'hospitalisation et il était légitime de prendre ces décisions pour protéger la vie des Réunionnais qui à un moment donné allaient faire un Covid sévère et devaient trouver une place en réanimation. Oui, mais Bruno Bourgeon, il dit que le couvre-feu, ça sert à rien, il a des études qui le disent. Je peux vous dire qu'il y a des études qui montrent aucun lien de causalité entre l'application de certaines mesures de confinement et la situation épidémiologique. Par contre, on sait qu'un confinement, des mesures qui ralentissent les contacts sociaux ont un effet sur la circulation du virus. Ça, c'est avéré. Pas toutes les mesures, mais certaines mesures. Donc, à La Réunion, je pense que La Réunion était relativement épargnée en termes de mesures de confinement par rapport à ce qui s'est passé en métropole. Moi, quand je suis arrivé au mois de février à La Réunion, en métropole, ça faisait déjà quasiment 5 mois qu'on était en couvre-feu depuis 18 heures. Donc, il y a eu une politique à La Réunion qui a été menée, en fait, je dirais, qui a bien correspondu à la situation sanitaire qu'il y avait à La Réunion. Comme on dit. Bruno Bourgeon, je sais que je vous redonne la parole. Multiplier les exemples, mais d'un pays à l'autre, on ne peut pas comparer. On ne va pas comparer, par exemple, la population de la Suède avec celle des Pays-Bas. En revanche, dans un seul pays, on peut comparer un État à l'autre. Et ça a été fait aux États-Unis. Les États-Unis sont très friands d'épidémiologie. Et Xavier de Paris, qui est professeur d'épidémiologie, sait très bien qu'avant 2000-2005, il n'y avait pas le dogme du confinement et que l'on traitait les maladies épidémiques par la quarantaine. C'est ce qu'a fait la Nouvelle-Zélande, c'est ce qu'a fait Singapour, c'est ce qu'a fait Formose, c'est ce qu'a fait l'Australie. Polynésie avec Formose, non, c'est Taïwan. Non, mais la Polynésie aussi. Et donc, ils n'ont pas confiné la population, ils ont interdit l'entrée sur le territoire de gens positifs, et s'ils étaient là, il fallait les mettre en quarantaine. Et c'était la bonne solution. C'est toujours ce que l'on a fait dans les épidémies. Dans l'histoire du monde, la première fois qu'on parle du terme quarantaine, ça date de 1180. Et la quarantaine a été très efficace. Enfin, très efficace, ça n'a pas été efficace, bien sûr. Elle a été mise en place véritablement lors de la peste noire. Donc la quarantaine a été, bien sûr, quelque chose qui existe. Attendez, j'ai pas fini. Quelque chose qui existe depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et rappelez-vous le choléra à La Réunion. Alors l'histoire du confinement, ça date de 2005-2006 et ça a gagné petit à petit les têtes. Il y a eu des nouveaux universitaires, il y a eu des nouveaux plans, etc. Effectivement. Et maintenant, on est en 2019-2020 dans le mode du confinement. Le confinement a été testé en Chine en 2003 pour le SARS-CoV-1 et en 2009 pour le MERS. J'ai pas fini, j'ai encore une dernière chose à dire. C'est à propos des États-Unis, parce que j'avais commencé par ça. Aux États-Unis, il y a eu des États qui ont confiné, en particulier cet hiver, et des États qui n'ont pas confiné. C'est vrai. Et j'ai les courbes sous les yeux. Eh bien, figurez-vous que les 8 premiers États en termes de morts par le Covid sont les États qui ont confiné. Et le 9e qui apparaît, c'est l'État de Dakota du Sud. Alors, excusez-moi. Que votre comparaison se fait toutes choses égales par ailleurs. Toutes choses égales par ailleurs. Démographie, avec alors, on donne la parole à Xavier de Paris. Alors, juste pour dire, pardon, excusez-moi, messieurs. Parce qu'après, on va mettre en doute mes sources, mais mes sources sont celles du CDC. Oui. CDC, c'est le truc américain. Center of Disease Control. Voilà, c'est notre ministère de la Santé aux États-Unis. La quarantaine, c'est une mesure qui a été inventée pour se protéger des maladies contagieuses. On ignorait l'existence des microbes à l'époque. On arrive à un Joe. Je vais vous donner juste un exemple. La quarantaine, qui est la peste de Marseille de 1720, malgré la quarantaine, elle a réussi à pénétrer dans la ville et elle a fait quand même quelques milliers de morts. Ensuite, une deuxième chose, cette épidémie de Covid, elle est très particulière. Pourquoi ? Parce que c'est un virus pour lequel on n'avait absolument aucune immunité à l'échelle de la planète. Donc, 100% de la population humaine était susceptible de faire la maladie
Et si on laissait l'épidémie courir, eh bien, on aurait eu un afflux énorme de malades Dans les hôpitaux, qui n'étaient pas prêts. qu'on n'aurait jamais pu prendre en compte. Donc les gens seraient morts dans la rue, dans les couloirs, c'est ce qui s'est passé dans les pandémies grippales des années 50 en France. D'ailleurs, les gens mouraient dans les couloirs. La grande question en filigrane, messieurs, aussi, ce qui se pose, et d'ailleurs on pourra en débattre au cours d'une autre émission, c'est la capacité des hôpitaux aujourd'hui de faire leur boulot correctement, finalement, et il y a beaucoup de syndicats. Je reviens au confinement. Donc le confinement, en fait, c'était la seule réponse possible au mois de mars 2020 pour permettre aux hôpitaux de pouvoir assumer l'afflux de patients qui allait arriver et qui est arrivé en mars et avril et mai. Et si on j'invite n'avait chacun... pas confiné, on aurait eu des milliers de personnes qui seraient mortes. Comme je vous le dis, qu'on aurait laissé mourir dans les couloirs parce qu'on n'aurait pas pu les prendre en charge. Et j'invite chacun à aller voir les courbes de l'INSEE, non pas mois par mois comme elles ont été présentées par le professeur Raoult, mais semaine par semaine, c'est très très intéressant. On part au standard où Joe nous attend depuis quelques minutes. Petit message à Jonas qui est toujours au standard et qui voulait nous poser une question sur la dengue. C'est pas le thème de l'émission, donc on le prendra. On va essayer quand même de le prendre à la fin, Jonas, sur on y arrive déjà à la fin, pour tout vous dire. Mais sinon, Jonas, vous inquiétez pas, on va faire une émission spéciale dingue très 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 bientôt. On essaie de trouver des interlocuteurs qu'il faut. Jo, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde sur le plateau. Ma question est un peu rhétorique et en même temps ironique. Je vous écoute depuis tout à l'heure. On parle toujours de confinement, de distanciation sociale, d'isolement des personnes malades ou de pas malades, histoire de pas prendre de risques. Il y a plusieurs études qui sortent depuis maintenant quelques mois. C'est études scientifiques et qui nous dit une vérité qui est d'ailleurs celle de la palisse, étant donné qu'il y a des cas asymptomatiques, on ne pourra pas éradiquer ce Covid-19. On ne pourra pas considérer que cette maladie est éradiquée puisque tant qu'il y a des cas asymptomatiques qui circulent, on peut pas les identifier, donc on peut pas les traiter, donc on peut pas, etc. À vous écouter, il semblerait que donc on va vivre jusqu'à la fin de nos jours en confinement, à temps partiel, en jouant entre des réductions de nombre de tables dans les restos, est-ce qu'on fait du sport, est-ce qu'on fait pas du sport, etc. J'aimerais une réponse beaucoup plus scientifique là-dessus et dire aussi que éventuellement, peut-être, je mets pas en doute les connaissances des deux personnes sur votre plateau, loin de là, je n'ai pas le niveau médical. Ils sont pointus, ils sont pointus. Voilà. Mais à un moment, peut-être qu'il faudrait que le discours scientifique évolue aussi avec les moyens mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie. Alors, réponse de Bruno Bourgeon et de Xavier Paris. Ils ont à peine une minute chacun, et l'un a fait oui de la tête et l'autre a fait non de la tête. La réponse, la réponse à votre question, c'est effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a des cas asymptomatiques, et ceux-là, on ne les diagnostique pas par définition, puisque ce sont des personnes qui se portent très bien. Le seul moyen d'éradiquer la circulation du Covid, c'est la vaccination. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est là où c'est ce qu'il faut bien comprendre. Et dans les maladies infectieuses, il y a toujours des cas asymptomatiques. Et si je prends l'exemple de la rougeole, par exemple, qui est une maladie bien plus contagieuse que le Covid et dangereuse pour les enfants, la seule réponse possible pour éradiquer la rougeole sur la planète, c'est la vaccination. Et il n'y en a pas d'autre. Donc c'est lorsqu'on sera tous vaccinés, en tout cas quand on aura un bon niveau de vaccination, qu'on empêchera le virus de circuler et qu'on en sortira. Bruno Bourgeon. Ah, c'est pas aussi simple que ça. Une minute, Bruno Bourgeon. Même pour la rougeole, la vaccination n'est pas efficace à 100%. Enfin, pardon. Aucune vaccination n'est efficace à 100%. Voilà, donc, non, mais quand on a une couverture vaccinale qui dépasse 90%, on empêche la circulation du virus. Non, mais il faut le dire, ça. Bruno Bourgeon. C'est dit. Vous avez moins de 30 secondes. Attention. Voilà, là, j'ai plus rien à dire. Ça, bon, alors, je veux dire, on a parlé à un moment de balance bénéfice-risque chez les vaccinés. Là, donc, dans l'hypothèse de la planification que j'ai pas développée parce qu'il y a 30 pages et c'est trop long, il y a la vaccination chez les enfants. C'est en train de venir. Pour l'instant, on fait les 15-18 ans et après, on va arriver aux enfants. Alors, on se demande, bénéfice-risque par rapport aux effets secondaires du vaccin. Quel est l'intérêt par rapport à une maladie qui ne tue pas dans cette catégorie d'âge? Alors que le vaccin, lui, il a des effets secondaires, même s'ils arrivent très rarement. Et on fait le calcul entre les effets secondaires, voire les décès survenant après vaccination, et la maladie survenant dans la population générale. Et on s'aperçoit que les chiffres sont en défaveur. Vous qui êtes épidémiologiste, vous êtes prêt à laisser le virus
a continué à circuler chez les enfants. Ça a été l'hypothèse. Mais chez les enfants, c'est pas grave. Merci, messieurs. C'est pas grave. Alors, bon, je m'aperçois, on n'a pas parlé des traitements, voilà. On n'a pas parlé un peu du complotisme aussi. On aurait pu gratter un petit peu. Il y a Nicolas qui posait des questions, voilà, sur mon SMS. Enfin, il y a, voilà, plein de questions. Du coup, on prend rendez-vous pour une deuxième. Vous êtes d'accord? C'est bon? La première était réussie. Au revoir. Il y a Mandy qui fait des signes. Moi, je n'ai plus de bras. Ça fait 3 jours que je fais des signes. On se dit au revoir. Désolé. Sur RTL Réunion, On refait la réunion. RTL Réunion, 13h, on retrouve RTL Paris. Emmanuel Macron appelle les Français à rester prudents à l'ouverture de la réouverture des terrasses. Le chef